Après-midi à tous. Cet après-midi, pour commencer nos réflexions scientifiques, etc., nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Kaufmann, mathématicienne. Elle est agrégée de mathématiques de l'ENS de Cachan en 2010. Elle a accompli sa thèse sous la direction d'Olivier Capet et terminée en 2014. Elle est rentrée au CNRS en 2015 au laboratoire Cristal à Lille. Elle est membre aussi de l'équipe projet NRIA Sequel et ses points forts, ou les mots-clés de sa recherche tournent autour des statistiques, de l'apprentissage, du machine learning et des méthodes séquentielles d'allocation de ressources. Je pense qu'elle va vous en dire beaucoup plus et avec beaucoup plus de précision dans les secondes qui suivent. Donc c'est avec grand plaisir que je lui laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs pour cette invitation. Je suis très honorée de pouvoir faire cet exposé. Donc, contrairement à Gabriel, moi, c'est mon premier GRETI. Donc, j'ai été amenée à me poser, à chercher donc les liens entre la recherche que j'effectue autour de la prise de décision séquentielle et le traitement du signal. Et donc, en parcourant le programme du colloque, j'ai vu plusieurs sessions dédiées à l'apprentissage, également une session dédiée à la décision. Toutefois, je pense que donc le modèle dont on va parler, qui s'appelle le modèle de Bandy à plusieurs bras, n'est pas forcément bien connu de cette communauté. Et donc, dans l'exposé, je vais tâcher de vous introduire les idées clés pour résoudre des problèmes de Bandy, tout en essayant d'insister sur une direction de recherche récente qui va au-delà du cadre de l'apprentissage par renforcement qui est habituellement associé au Bandy. Et plutôt que de vous vendre plein d'applications au traitement du signal, je vais plutôt m'attacher donc à vous présenter les outils mathématiques qui sous-tendent tout ça, que vous connaissez très bien, qui sont liés aux statistiques et un petit peu à la théorie de l'information, comme nous le verrons. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous donner une petite introduction donc à ce modèle de Bandy un petit peu historique. Alors, donc, je m'intéresse au modèle de Bandy dit stochastique, qui est un modèle probabiliste très simple, où on a simplement une collection de lois de probabilité. Donc, on a K lois de probabilité qu'on va appeler bras, en référence aux bras dans Bandy-Manchot. Donc, c'est un nom un peu démodé pour une machine à sous. Et donc, nous allons avoir un agent qui va interagir séquentiellement avec ces bras, au sens où, à chaque instant, il va choisir un des bras, et ensuite, il va recevoir un échantillon de la distribution associée à ce bras. Mais l'agent ignore tout des caractéristiques de ces distributions. En particulier, il ne connaît pas la moyenne mu A du bras A. Et donc, sa contrainte, c'est qu'il doit agir séquentiellement, c'est-à-dire que l'action qu'il choisit à l'instant t plus 1, le bras qu'il tire, ne peut dépendre que des actions choisies précédemment, A1 jusqu'à AT, et des échantillons reçus x1 jusqu'à xt. Et donc, cette interaction, évidemment, cette règle d'échantillonnage, qu'on appelle parfois algorithme de Bandy, elle va avoir un but. Et ce que j'essaye de vous dire dans cet exposé, c'est qu'en fait, il y a plein de problèmes de Bandy différents. Mais celui qui a historiquement été, je dirais, étudié en premier, c'est en fait un problème d'apprentissage par renforcement, puisque quand on pense à l'exemple des machines à sous, en fait, les échantillons que l'on reçoit lorsqu'on tire une machine à sous dans un casino, ça va être une récompense. Et donc, l'apprentissage par renforcement, c'est un domaine de l'apprentissage où, justement, on apprend à agir dans son environnement en se servant uniquement d'un feedback sous la forme d'une récompense positive ou négative. Donc ici, dans ce casino un peu particulier, on choisit des bras, on reçoit des récompenses, et donc le but, ça va être de maximiser la récompense totale obtenue après un certain nombre grand T de choix de bras. Donc ici, on va, comme ces récompenses sont stochastiques, on va s'intéresser par exemple à maximiser l'espérance de la somme de ces récompenses. Donc ces modèles n'ont pas du tout été introduits pour faire fortune dans les casinos, sinon je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Ils ont plutôt été introduits dans les années 30 pour des motivations, donc au moins pour l'introduction des papiers, aux essais cliniques. En effet, on peut penser à un modèle très simple, où ici les bras modéliseraient en fait l'efficacité du traitement, donc la variabilité de cette efficacité à travers les patients. Et donc dans un essai clinique séquentiel, on va avoir plusieurs patients qui arrivent les uns après les autres. Pour chaque patient, le docteur va choisir un traitement, et ensuite il va observer une réponse, on va imaginer qu'il l'observe immédiatement,
une réponse 1 si le traitement a été un succès, 0 si le traitement a été un échec. Et l'idée, ça va être d'allouer le plus souvent possible le traitement qui avait la meilleure probabilité de guérison, que le docteur ne connaît évidemment pas a priori dans un essai clinique. Donc dans ce contexte, maximiser l'espérance de la somme des récompenses, c'est maximiser le nombre moyen de patients qu'on a correctement traités, ce qui fait sens. Donc ça date des années 30, des années 50, où on a introduit ces modèles pour la première fois. La raison pour laquelle aujourd'hui, dans la communauté machine learning, on étudie beaucoup les bandits, c'est une des raisons un petit peu moins nobles et plus financières, liées à beaucoup d'applications à l'optimisation de contenu en ligne, que ce soit les systèmes de recommandation, l'A/B testing, ou ici je prends l'exemple des publicités en ligne. Donc si vous êtes un gestionnaire de site web, vous avez à votre disposition un pool de publicités que vous pourriez montrer aux personnes qui visitent votre site. En général, c'est des modèles où on est payé au nombre de clics, et donc on a envie de montrer au visiteur la publicité sur laquelle il a la plus grande probabilité de cliquer. Et donc, si on modélise simplement la situation, pour le visiteur T du site web, on va lui montrer une certaine publicité, et ensuite on va observer un clic, à nouveau ça va être un feedback binaire, clic ou non clic, et ici la maximisation des récompenses, c'est ce qui intéressait l'industriel, donc maximiser le nombre de clics. Alors il y a un troisième pan dont je veux parler un petit peu avec vous, qui est donc les techniques de bandit sont pressenties pour être utiles dans ce qu'on appelle la radio intelligente. Donc c'est de la recherche autour de nouveaux systèmes de communication, où justement pour lutter contre l'engorgement du spectre, on va essayer d'équiper les appareils radio d'une capacité à choisir de manière adaptative, par exemple, leur configuration, ou alors dans quel canal ils veulent communiquer. Donc par exemple, si on a un certain nombre de pas de temps où des communications doivent être effectuées, pour chacun des canaux, le canal va avoir une certaine qualité que l'on va noter, donc XIT, ça sera la qualité du canal I à l'instant T. Et donc à chaque pas de temps, en fait, l'appareil qui communique choisit le canal, essaye d'effectuer la communication, et on a une mesure de sa qualité. Et donc dans ce cas-là, maximiser les récompenses, ça revient donc à maximiser la qualité globale des communications. Donc il y a plein de variantes de ce problème, donc c'est tout un domaine qui essaye d'utiliser les bandits pour, par exemple, l'accès opportuniste au spectre, ou de manière générale la radio intelligente. Alors, donc maintenant qu'on a vu quelques petits exemples de problèmes où on cherche à maximiser des récompenses, on peut se poser la question de donc comment mesurer donc qu'est-ce qu'un bon algorithme. Et pour ça, en fait, il faut d'abord se demander quelle est la meilleure stratégie possible. Donc, gardez à l'idée que l'agent ne connaît pas la moyenne des bras, mais s'il la connaissait, évidemment, il aurait intérêt à choisir toujours le bras que je note ici à étoile, qui est le bras qui a la moyenne la plus grande. Je vais noter mu étoile, la récompense moyenne de ce bras. Et donc, dans ce cas-là, cette stratégie oracle, si on joue toujours ce meilleur bras, on va obtenir une récompense égale à grand T fois mu étoile, au bout de T jeu de bandit. Et donc, en fait, le regret, on définit le regret comme la différence entre la récompense cumulée par cet oracle, inaccessible en principe, avec la récompense cumulée par notre stratégie de bandit. Et donc, maximiser les récompenses, c'est équivalent à minimiser cette quantité qu'on appelle le regret. Et donc, idéalement, on voudrait un regret sous-linéaire, parce que ça impliquerait que donc, la récompense moyenne convergerait vers mu étoile, qui est la meilleure récompense moyenne que l'on peut espérer. Mais on va s'intéresser plus précisément au taux de croissance du regret que l'on peut obtenir pour un bon algorithme. Et pour comprendre ce que ça veut dire minimiser le regret, en fait, on peut relier le regret à une quantité très intuitive dans ce problème de bandit, qui est le nombre de sélections qu'on va faire au cours du temps de chacun des bras. Donc on peut montrer simplement par un petit argument de conditionnement que le regret serait écrit donc comme une somme sur les k bras de, ici on a l'écart entre la moyenne du meilleur bras et la moyenne du bras A, qui est multiplié par l'espérance du nombre de fois qu'on a sélectionné le bras A jusqu'à l'instant T. Donc NA de T, ça va être une notation assez importante dans la suite de l'exposé. Et donc on comprend que pour minimiser le regret, on va devoir sélectionner très peu les bras qui sont sous-optimaux. Et donc pour ce faire, il faudrait donc essayer d'exploiter
les bras que l'on pense bons. Le problème, c'est que l'on ne connaît pas l'identité de ces bras sous-optimaux au début, donc on est quand même obligé d'explorer l'environnement. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire pour minimiser le regret. Donc les premières idées qui doivent vous venir en tête, si vous vous imaginez face à ce casino délivrant des récompenses aléatoires, pour être sûr de ne pas manquer la meilleure machine, on pourrait, si on me donne voilà, un budget de T essais de mes machines, je pourrais me dire, voilà, je vais le répartir uniformément entre toutes les machines pour être sûr d'avoir joué au moins une fois la meilleure. Le problème, c'est qu'évidemment, on a un nombre linéaire de sélection de tous les mauvais bras et donc un regret linéaire. Ça, c'est une stratégie purement exploratoire. À l'inverse, on peut aussi se dire, je veux maximiser mes récompenses, je vais faire confiance aux bras qui m'ont l'air les meilleurs. Donc pour ça, en fait, on va être ce qu'on appelle vraiment glouton. On va se fonder sur ce qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire les statistiques des récompenses obtenues pour chaque bras. Donc je vais noter mu chapeau A de T, la moyenne empirique des récompenses obtenues quand j'ai joué le bras A dans le passé. Et donc je vais commencer par jouer évidemment une fois chaque bras. Et ensuite, je vais toujours sélectionner le bras qui a la moyenne empirique la plus grande. Ça aussi, ça a un regret linéaire. Si vous pensez à un modèle de bandit où toutes les récompenses seraient binaires, si votre meilleur bras vous donne un 0 la première fois que vous l'essayez et que, je sais pas, le deuxième meilleur vous donne un 1, vous n'allez plus jamais revenir au bras qui vous a donné 0. Donc ces deux extrêmes, pris isolément, ne sont pas bonnes. Donc là, l'exploitation pure ne fonctionne pas non plus. Et donc ce qu'il faut faire pour bien minimiser son regret et maximiser ses récompenses dans un modèle de bandit, c'est justement d'arriver à combiner exploration et exploitation. Et pour ça, je vais vous présenter deux grands principes qui permettent de faire ceci. Le premier est un principe dont j'aime bien le nom, c'est le principe d'optimisme, qui consiste en fait à plutôt que d'un point de vue statistique, plutôt que de se fonder sur des estimations ponctuelles, de regarder des intervalles de confiance. Donc à un instant T du modèle de bandit, on a joué un certain nombre de fois chacun des bras. Et donc on est capable de construire un intervalle de confiance pour la valeur de chacune des moyennes. Donc il y a une borne de confiance supérieure que je note UCB pour Upper Confidence Band et une borne de confiance inférieure que je note LCB. Et donc cette image-là, donc on a un modèle de bandit à 4 bras, les losanges rouges, c'est les vraies moyennes qu'on ne connaît pas. Et ici on a voilà, les modèles possibles en quelque sorte. Et donc le principe d'optimisme, il consiste à faire comme si le modèle le plus favorable possible était le vrai modèle. Donc quel est le modèle le plus favorable possible? Ce serait un casino où chaque moyenne était égale à la meilleure valeur statistiquement plausible, c'est-à-dire à la borne de confiance supérieure de l'intervalle de confiance. Et donc dans ce casino, je ne sais pas si vous voyez là en jaune, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc sélectionner le bras qui a la borne de confiance supérieure la plus grande. Donc ça nous définit toute une famille d'algorithmes qui a été beaucoup étudiée dans la communauté bandit, évidemment. Donc ça date, je dirais, à peu près des années 95, on va dire. Et ensuite, il y a eu pas mal de raffinements sur la manière de construire les intervalles de confiance, sur l'analyse non asymptotique que l'on peut faire des algorithmes. Qu'est-ce qu'on demande mathématiquement à ces intervalles de confiance? En fait, on va leur demander d'être exacts, c'est-à-dire on veut que la probabilité que notre UCB soit plus grande que la vraie moyenne soit grande. Et en fait, on va demander, lorsque le temps passe, on va augmenter le niveau de confiance requis. Donc, pour construire ce genre d'intervalle de confiance, on peut utiliser donc différents types d'inégalités de concentration. Par exemple, ici, si je me place dans l'exemple qu'on va prendre dans tout cet exposé, on va garder en mémoire un bandit avec des récompenses binaires. On peut souvent étendre à un cas borné ou à d'autres distributions, mais au moins ça fixe bien les idées. On pourrait par exemple utiliser l'inégalité de Hoeffding, et on obtiendrait cette forme pour l'UCB, qui a été popularisée par Auer et al. En 2002. Donc ici, l'UCB que l'on va calculer pour chaque bras prend la forme de deux termes. On a ici la moyenne empirique que l'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on lui ajoute un terme qu'on appelle parfois bonus d'exploration, qui va être ici en racine de log t divisé par le nombre de tirages. Donc en particulier, si on n'a pas tiré un bras et que ces deux quantités-là, ces deux statistiques ne changent pas, c'est le fait qu'on augmente le niveau de confiance qui fait que ce terme-là va augmenter et faire en sorte qu'à un moment, le bras soit tiré. Et donc vous pouvez, alors il y a d'autres raffinements dont je parlerai, mais vous pouvez visualiser ça sur cet exemple. Donc les bras qui ne sont pas tirés pendant un moment, vous voyez que leur UCB va augmenter.
Et au final, l'algorithme il va avoir tendance à aligner des bornes de confiance supérieures de tous les bras. Ici, donc, on avait un modèle de bandit à 5 bras, où on a vraiment vu l'évolution d'un intervalle de confiance très grand à un intervalle de confiance plus petit pour les bras les plus tirés. Et là, on voit qu'on a eu un bon comportement, puisque le meilleur bras, ici, qui avait cette moyenne-là, il a été tiré 436 fois sur 500, et on a un petit peu exploré les bras à côté. Donc ça, c'est le principe de l'algorithme UCB, donc, qui se décline avec différents types d'intervalles de confiance. Un autre principe que je veux mentionner aussi, s'il y a des bayésiens dans la salle, on ne sait jamais, et il y en a, je le sais, c'est en fait un principe qui a été vraiment le premier principe proposé pour des algorithmes de bandit par Thomson en 1933. C'est un algorithme qui est différent en pas mal de points de l'algorithme UCB. Il n'y a plus du tout de notion d'optimisme, et c'est un algorithme randomisé qui va en fait choisir donc les bras aléatoirement, et la probabilité de choisir un bras, ça va être égal à la probabilité a posteriori que ce bras soit optimal. Donc ça, c'est un principe qui a été proposé par Thomson, et justement, il calculait ces probabilités a posteriori qu'un bras soit meilleur qu'un autre, donc à une époque où on n'avait pas d'ordinateur, donc c'était pas mal. Et en fait, il y a une manière alternative d'implémenter l'échantillonnage de Thomson, qui revient en fait à échantillonner un modèle possible selon la posteriori. Donc, par exemple, vous mettez un a priori uniforme sur chacune des moyennes des bras. Vous allez avoir un a posteriori qui est une loi bêta que l'on connaît bien. Donc, vous tirez un échantillon de chacune des lois bêta, et puis vous choisissez, vous faites comme si le modèle échantillonné était le vrai modèle. Donc, on fait vraiment confiance à un échantillon de la posteriori, et on choisit le bras qui nous a donné l'échantillon le plus grand. Sur cet exemple, donc là, je suis aussi sur un exemple d'un modèle binaire où on aurait mis un a priori uniforme sur la moyenne. Après quelques échantillons de chacun des bras, l'a posteriori va avoir une forme de ce type-là. Et donc ce que fait l'algorithme, c'est qu'il tire un point sous cette densité, un point sous cette densité, donc on a θ1, θ2. Ici, θ1 était plus grand que θ2, donc je vais sélectionner ce bras. Donc c'est une philosophie un peu différente, on va dire, c'est un peu les deux types de méthodes qui marchent pour résoudre le problème de maximisation de récompense. Pourquoi je dis résoudre? Parce qu'en fait, ce problème d'apprentissage par renforcement très très simple, où il n'y a pas d'état qui évolue et où on est toujours confronté de manière répétée aux mêmes actions, il est en fait très bien compris à la fois en théorie et en pratique, encore une fois dans des modèles simples. On peut rajouter du contexte, on peut faire plein de choses intéressantes. Mais si je garde cet exemple emblématique du modèle de Bandy, où on a un certain nombre de distributions de Bernoulli qui correspond au clic ou au traitement, au succès et échec, en fait, il y a une borne inférieure sur la performance des algorithmes qui avait été proposée dans les années 80 par Lai et Robbins, qui nous dit qu'un bon algorithme, c'est-à-dire un algorithme qui aura un regret faible, quelle que soit la configuration des moyennes, il est obligé de tirer les bras sous-optimales un certain nombre de fois. Plus précisément, le résultat nous dit que l'espérance du nombre de sélections d'un bras sous-optimal A à l'instant T doit être au moins log T divisé par cette quantité-là, qui est donc KL de mu A, mu étoile. Donc KL de mu, mu prime, c'est l'entropie relative binaire, donc c'est la divergence de Kullback-Leibler entre une Bernoulli de paramètre mu et une Bernoulli de paramètre mu prime. C'est une espèce de distance entre la distribution du bras A et la distribution du bras optimal. Donc on avait une caractérisation assez fine de ce qu'on pouvait atteindre, et en fait la beauté de la chose, c'est qu'on peut exactement atteindre ce nombre de tirages. Donc l'algorithme Thomson Sampling dont je vous ai parlé, de même qu'une version de l'algorithme UCB donc qui s'appelle KL-UCB, c'est-à-dire qu'on va construire les intervalles de confiance de manière un peu sophistiquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait aussi construire des intervalles de confiance et on sait même analyser les algorithmes à temps fini et montrer que l'espérance du nombre de fois qu'on a sélectionné un bras va exactement être majorée par log T divisé par cette caractérisation du nombre de sélections minimales. Donc voilà, le problème peut sembler résolu. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de variantes, mais la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment ce problème que l'on devrait résoudre? Évidemment, on va essayer de s'inspirer de tout ce qu'on sait faire pour maximiser les récompenses, mais si on revient par exemple à l'exemple des essais cliniques, où on a un traitement optimal qui est le traitement qui a la moyenne, la probabilité de guérison la plus grande,
On a vu que donc, le docteur choisit un traitement, observe des réponses, et que maximiser les récompenses revenait à guérir autant de patients que possible. Si vous discutez avec des gens qui font des essais cliniques, ils vont vous dire que la visée première d'un essai clinique n'est malheureusement pas thérapeutique. Alors idéalement, ils voudraient faire les deux, mais le but d'une compagnie pharmaceutique, c'est d'identifier aussi rapidement que possible, et avec une forte confiance, quel est le meilleur des traitements. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ce traitement va être commercialisé, donné à très grande échelle, et donc on veut être vraiment sûr de ne pas s'être trompé. Et donc dans ce cas-là, le problème, ça ne serait pas forcément de maximiser le nombre de patients guéris, mais d'être le plus sûr possible sur l'identité de ce A étoile. Je ne passe de commentaires éthiques, mais voilà, c'est un objectif possible. Et si on revient à un cadre un petit peu moins sensible pour ces exemples de contenu web, je parlais tout à l'heure d'A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est une situation en marketing où on voudrait, quand on fait des ventes en ligne, on voudrait optimiser le display de sa page web pour voir l'impact que ça a sur les ventes. Donc plus précisément, le département marketing me propose un certain nombre de variantes de ma page web. Chacune a en quelque sorte une probabilité de générer une conversion, donc un achat par exemple, ou quelque chose qui vous intéresse. Et idéalement, vous voudriez montrer à tous vos clients la meilleure, donc celle qui maximise la probabilité de conversion. Et donc dans ce protocole séquentiel, pour chaque visiteur, vous devriez choisir adaptativement quelle version lui montrer, et puis ensuite observer si ça a marché ou ça n'a pas marché. Et donc maximiser les récompenses, c'est donc maximiser le nombre de conversions, ce qui est tout à fait ce qu'une entreprise veut faire. Le problème, c'est que c'est très coûteux en temps réel de réfléchir à quelle version vous voulez montrer à quel visiteur. Et donc, ce qu'ils font plutôt dans l'industrie, c'est qu'ils vont faire des périodes de test où ils font ce test adaptatif, mais après une période de test, ils veulent montrer la même version à tout le monde. Donc, dans ce cas-là, un objectif souvent plutôt mentionné, ça va être de trouver la meilleure version. On est prêt à sacrifier quelques ventes pendant une période de test, qu'on veut aussi courte que possible, parce qu'ensuite, ce sera beaucoup plus simple de montrer toujours la même version. Donc voilà, j'espère que je vous ai motivé à comprendre qu'il y avait d'autres problèmes de bandits que l'apprentissage par renforcement. Et donc la deuxième partie de cet exposé va être dédiée à ces problèmes que j'appelle des problèmes d'identification active dans des modèles de bandits. On va commencer justement avec l'exemple de trouver le meilleur bras, parce qu'il est naturel de par les applications que je mentionnais et qui permet de bien montrer les outils importants. Donc on va parler notamment beaucoup de tests de rapports de vraisemblance généralisés, qui sont un outil assez puissant dans ce contexte. On verra qu'il se généralise à plein de types de problèmes, et en fonction du temps qui me reste, je parlerai donc d'un exemple particulier de problème d'identification active, pour lequel on a trouvé une règle d'échantillonnage au nom un petit peu rigolo. Et donc là, je vais parler en fait de travaux que j'ai effectués ces dernières années en collaboration avec Aurélien Garivier, qui est à l'ENS Lyon, et Wouter Coulan, qui est au CWI à Amsterdam. Alors, l'identification du meilleur bras. Donc, vous avez une assez bonne idée de ce qu'on veut faire. On va être dans le même cadre que dans la première partie de l'exposé, c'est-à-dire ce modèle de bandit. À nouveau, pour simplifier, on va penser au modèle de bandit binaire de la pub ou des essais cliniques. Donc, on a un certain nombre de distributions de Bernoulli. On peut demander un échantillon, obtenir un 0 ou un 1. Donc, ce modèle, il est entièrement paramétré par ce vecteur que je note mu gras, qui est simplement donc les K moyennes des bras. Et étant donné cette configuration, on va noter A étoile de mu, le bras qui a la plus grande moyenne sous le modèle mu. Donc un algorithme d'identification des meilleurs bras, en fait, il est formé de 3 choses. Donc la première, assez cruciale, c'est comme avant ce qu'on avait appelé l'algorithme de Bandy, la règle d'échantillonnage, c'est à chaque instant quel est le bras que je sélectionne. Mais ici, je vais sélectionner un bras, non pas dans le but d'avoir une récompense, mais dans le but d'acquérir de l'information. Donc c'est un petit peu différent. Et en fait, quand j'ai acquis suffisamment d'informations, à un moment, je vais décider de m'arrêter. Donc cette règle d'arrêt dépend des données. Au bout d'un moment, typiquement, il y a beaucoup de distance entre les moyennes empiriques, on pense avoir une bonne idée de qui est le meilleur bras dans notre modèle. On s'arrête, donc on a une règle d'arrêt, et ensuite, on propose une recommandation, un bras à chapeau de thé qu'on pense être le meilleur bras. Donc il y a pas mal de mesures de performance qui peuvent être associées à ce cadre-là. Par exemple, on pourrait me dire, voilà, je te donne un budget T, fais ce que tu peux, trouve le meilleur avec la probabilité d'erreur la plus faible. Ça, c'est ce qu'on appelle le fixed budget setting. Ici, je vais vous introduire plutôt le cadre fixe, confidence fixée, j'ai pas l'habitude en français.
donc qui a été introduit, je dirais, le premier dans la littérature Bandy. Donc dans ce cadre-là, confiance fixée, on se fixe justement un paramètre de risque delta, qui est en fait l'erreur maximale qu'on est prêt à faire. Et l'objectif, c'est de construire un algorithme qui va recommander le vrai meilleur bras sous le modèle mu, avec une probabilité plus grande que 1 moins delta. Et ceci pour tous les mus. Alors ici, je devrais préciser pour tous les mus qui ont un unique bras optimal. Sinon, évidemment, ça peut prendre un peu de temps de distinguer entre deux bras identiques. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un algorithme qui va effectivement avoir cette propriété, donc qu'on appelle delta correct, et qui va utiliser aussi peu d'échantillons que possible. Donc on va essayer de minimiser l'espérance du nombre total d'échantillons qu'on a pris de tous les bras. Ici, on ne distingue pas les échantillons qu'on aurait pris d'un bras quasi optimal avec un bras très très mauvais, puisque pour nous, ça a le même coût. Pour une entreprise, c'est juste on va dire le nombre de clients, entre guillemets, sacrifiés pendant la période de test, le nombre de patients tués pour l'essai clinique, enfin bon, ce que vous voulez. En tout cas, on veut le minimiser, je pense que c'est assez clair. Alors, donc je vais vous montrer une manière de faire ça, qui reprend donc un des outils que j'ai présenté tout à l'heure pour le regret. Donc tout à l'heure, on avait un algorithme qui était fondé sur des bornes de confiance supérieures. Donc ici, on va garder l'idée d'utiliser des intervalles de confiance. La différence, c'est que cet algorithme qu'on appelle LUCB, pour Lower and Upper Confidence Band, va utiliser à la fois la borne de confiance supérieure et la borne de confiance inférieure. Et donc à chaque instant, ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va sélectionner deux bras. Tout d'abord, il va sélectionner le bras qui a l'air le meilleur empirique. Mais il va également chercher et échantillonner un autre bras qui pourrait être le meilleur. Et donc ce bras, c'est le bras parmi les bras sous-optimaux qui a la borne de confiance supérieure la plus grande. Donc ici, on échantillonnerait à la fois le bras en rouge, qui a clairement une moyenne empirique supérieure à toutes les autres, et on échantillonnerait aussi ici le bras en gras, en bleu, qui est le bras avec l'UCB le plus grand parmi les bras sous-optimaux. Donc cet algorithme, ce qu'il va avoir pour effet, c'est qu'il va aligner les bornes de confiance supérieures des mauvais bras avec la borne de confiance inférieure du bon bras. Et en fait, cet algorithme, il va s'arrêter lorsqu'on va avoir une séparation entre l'intervalle de confiance du meilleur et tous les intervalles de confiance des autres. Et donc lorsqu'il s'arrête, il va recommander le meilleur empirique courant, parce qu'il a la confiance, donc à cause de la séparation, que c'est bien lui le meilleur bras. Donc cet algorithme a été proposé donc en 2012. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la construction des intervalles de confiance dans cet exposé, mais donc on peut les calibrer de sorte qu'ils assurent qu'on trouve le meilleur avec probabilité 1 moins de delta. Il faut juste s'assurer que donc, pour tous les temps, les moyennes soient bien à l'intérieur des intervalles de confiance, qui vont être calibrés en fonction du paramètre delta en particulier, contrairement à ce qui se passait pour le regret. Et donc, ces auteurs ont proposé une majoration de l'espérance du nombre d'échantillons nécessaires pour s'arrêter et prendre une décision. Et donc cette majoration prend la forme suivante, elle est de l'ordre d'une constante qui dépend du problème, donc qui va dépendre justement ici des écarts quadratiques entre la moyenne du meilleur et la moyenne des autres bras. Ici, j'ai supposé que le meilleur, c'était le bras 1 pour simplifier la notation, multiplié par log 1 sur delta. Donc avant, dans le regret, on s'intéressait au nombre de sélections des bras sous-optimaux. Là, c'est le nombre total de sélections. Et tout à l'heure, je vous avais expliqué que pour le regret, on avait une bonne idée de ce qu'on voulait atteindre. On avait une borne inférieure sur le nombre de sélections qu'il fallait. Et donc la question qu'on peut naturellement se poser pour l'identification du meilleur bras, c'est est-ce qu'on connaît le nombre d'échantillons minimum nécessaires à faire des recommandations delta correctes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'était pas trop connu avant 2016. Et on a proposé donc une borne inférieure pour ce problème-là, qui nous aidera ensuite à trouver vraiment un algorithme qui atteint la borne inférieure. Donc en quelque sorte, à transposer ce qu'on sait faire pour le regret à ce problème d'identification du meilleur bras. Donc ça me donne l'occasion de faire une petite parenthèse sur les outils qui sous-tendent toutes ces bornes inférieures. Donc ce sont les mêmes outils pour prouver les résultats pour le regret ou pour l'identification du meilleur bras. En fait, ça passe par ce qu'on appelle un changement de mesure. Donc c'est quoi l'idée d'un changement de mesure? C'est qu'on veut contrôler le nombre de tirages des bras sous un certain modèle mu. Et on va en fait chercher un modèle alternatif lambda où l'algorithme va avoir un comportement très différent qui va forcer à tirer les bras beaucoup,
mais qui soit pas très loin, de sorte que si l'algorithme tire beaucoup les bras sous le modèle alternatif, il doit aussi beaucoup tirer les bras sous le modèle mu. Donc c'est très vague comme explication. Plus concrètement, un changement de loi d'un point de vue mathématique, c'est simplement exprimer la probabilité d'un événement sous deux modèles probabilistes différents. Et en fait, il y a pas mal de manières de l'écrire, mais la manière que j'aime bien, qui a été proposée donc récemment par Garivier, c'est des arguments de théorie de l'information. En fait, ce que vous pouvez montrer, c'est que donc, si on s'intéresse à la divergence de Kullback-Leibler entre la distribution sous un certain modèle mu des observations et la distribution des mêmes observations sous un modèle lambda, ça va être plus grand que donc la divergence de KL binaire entre la probabilité d'un événement. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le principe de contraction de l'entropie. Il y a moins d'informations dans un événement qui dépend de ces variables aléatoires que dans la loi de ces observations elles-mêmes. Donc ici, KL, ça reprend la divergence de Kullback-Leibler entre deux Bernoulli, comme tout à l'heure. Et donc dans un modèle de Bandy, en fait, la divergence de Kullback entre la distribution des observations, on peut la réécrire de manière très simple, justement en fonction du nombre de tirages des bras. Donc c'est vraiment ça qui va nous aider. Ici, on a vraiment une relation entre donc, le nombre de sélections des bras et puis donc, la probabilité d'un événement sous deux modèles différents. Et donc ensuite, pour obtenir un résultat utile, il va falloir évidemment choisir l'événement. Et donc c'est là qu'on exploite la propriété que l'algorithme soit delta correct. On va choisir, si on choisit une alternative lambda telle que le bras optimal soit différent, et si on choisit un événement E, qui est l'événement je m'arrête et je recommande le bras qui est optimal sous lambda, cet événement E, il est très peu probable sous le modèle mu, puisque ce bras-là n'est pas optimal sous mu. Donc on sait que la probabilité de l'événement E est majorée par delta sous mu. Par contre, sous l'alternative, puisque ce bras est devenu le meilleur bras, la probabilité va être plus grande que 1 moins delta. Et donc en utilisant les propriétés de monotonie donc de l'entropie relative binaire, ici en fait on peut minorer ça en mettant ici un delta et en mettant ici un 1 moins delta. Et donc maintenant on a une relation donc directement entre le paramètre de risque delta et puis le nombre de sélections des bras. Nous ce qu'on voulait c'était une minoration du nombre total d'échantillons. Donc pour ça il nous faut 3 lignes de plus, véridiques. Donc on va faire 3 choses pour arriver à une borne sur la quantité qui nous intéresse, c'est-à-dire l'espérance du nombre total d'échantillons. Tout d'abord, on va essayer de prendre ici la meilleure inégalité possible. Cette inégalité, elle est vraie pour tous les modèles alternatifs qui ne partagent pas le même bras optimal par rapport au modèle mu. Donc on va simplement définir ici l'ensemble des alternatives possibles, donc avec un bras optimal différent. Et ici, la minoration la plus informative, c'est celle pour laquelle le membre de gauche est le plus petit. Donc ici, on va prendre l'infimum sur toutes les alternatives possibles. Et ensuite, si on veut minorer cette quantité, on va faire une opération arithmétique compliquée consistant à multiplier et diviser par l'espérance du nombre total de tirages. Et donc là, on a presque ce qu'on veut. Cette quantité-là, on aurait envie de la mettre de l'autre côté et de dire qu'on a obtenu une borne inférieure, à ceci près que cette quantité dépend toujours de l'algorithme, parce qu'on a l'espérance du nombre de tirages, et ça dépend de la manière dont vous avez échantillonné vos bras, de la manière dont vous vous êtes arrêté. Et donc pour enlever ce problème, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va juste majorer sur l'ensemble des valeurs de ce vecteur de espérance de na de t divisé par l'espérance de taux. En fait, ça somme à 1 quand on somme sur les bras. Et donc ici, on va simplement prendre le suprémum sur toutes les allocations possibles, donc sur toutes les distributions possibles sur K item. Et donc là, on a obtenu la borne inférieure qu'on avait prouvée avec Aurélien Garivier en 2016. Donc l'espérance du nombre d'échantillons pour un algorithme delta correct est au plus t étoile de mu, donc cette quantité qu'on va appeler le temps caractéristique qui prend la forme de ce problème d'optimisation, multiplié par log de 1 sur delta. Et donc ce qui est intéressant en fait dans ce résultat, c'est que donc, la preuve est assez courte, et surtout on se rend compte que si on voulait avoir une stratégie optimale, partout où on a mis des inégalités là, il faudrait des égalités. En particulier, il faudrait que notre stratégie ici, elle tire les bras de sorte à atteindre ici le suprémum dans ce problème d'optimisation.
Donc on va définir aussi le vecteur d'allocation optimale ou le vecteur de proportion optimale que je vais appeler W étoile de mu, qui va être justement l'argmax dans ce problème d'optimisation. Donc en quelque sorte, si vous voulez atteindre la borne inférieure, il faudrait forcer votre algorithme à converger vers ces poids W étoile de mu. Et donc la beauté de tout ça, c'est que pour le problème d'optimisation d'identification du meilleur bras, ces quantités-là, en fait, se calculent facilement en résolvant un problème d'optimisation en dimension 1. Donc on a des algorithmes efficaces. Si vous me donnez les moyennes des bras, je vous dis comment il faudrait échantillonner pour trouver le meilleur bras le plus rapidement possible. Et donc c'est ça qu'on peut exploiter pour en fait construire des algorithmes. Et donc c'est en ça que ces algorithmes optimaux pour l'identification du meilleur bras sont assez différents des deux principes que j'avais introduits pour le regret. On va vraiment s'inspirer de la connaissance de cet oracle pour construire des algorithmes. Donc c'est assez simple de s'en inspirer pour la règle d'échantillonnage. Comme je vous disais, on va avoir envie de forcer les proportions empiriques de tirage des bras à converger vers l'entrée correspondante dans ce vecteur d'allocation optimale. Et pour ce faire, en fait, on peut utiliser une approche assez simple de plugin, c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'algorithme, on va calculer l'allocation optimale pour nos moyennes empiriques, et on va espérer que nos moyennes empiriques, au bout d'un moment, convergent vers le vrai vecteur de moyenne, et ensuite, on va comparer cette allocation optimale calculée dans les moyennes empiriques avec nos proportions, et puis on va sélectionner le bras qui s'en écarte le plus. Donc ça va vraiment induire un mécanisme qui va faire en sorte qu'au bout d'un moment, la fraction de fois qu'on a sélectionné A va vraiment converger vers la fraction optimale. Au passage, pour que ça converge, il faut qu'on soit sûr que nos estimés convergent bien, et c'est pour ça qu'on rajoute malheureusement cette exploration forcée. C'est-à-dire qu'on va commencer par regarder s'il y a des bras qui ont été sous-échantillonnés. Donc si à l'instant T, il y a un bras qui a été tiré moins que racine de T fois, on va sélectionner ce bras. Sinon, on va faire cette étape de tracking. Et donc là, on a une règle d'échantillonnage qui va avoir la propriété de convergence qu'on voulait. Donc ce qui m'intéresse plus ici, d'un point de vue statistique, et ce qui est d'ailleurs plus crucial aussi en pratique, c'est comment je m'arrête. Et en fait, pour répondre à la question de comment je m'arrête, on ne va pas comparer des intervalles de confiance comme on le fait pour l'algorithme que je vous avais présenté avant. On va plutôt utiliser des tests statistiques pour vraiment arriver à différencier deux populations. Donc une manière d'interpréter cette règle d'arrêt que j'appelle GLRT en référence au rapport de vraisemblance généralisé. Donc l'idée, ça va être de faire plusieurs tests en parallèle. Donc en particulier, pour chaque bras possible, candidat pour être le meilleur, on pourrait essayer de tester est-ce que le meilleur bras est différent de A contre est-ce que le meilleur bras est égal à A. Si on veut faire ça, on peut utiliser, donc ce sont des tests d'hypothèses en statistique qui sont composites, et on peut utiliser dans ce cas-là un outil qu'on appelle les rapports de vraisemblance généralisés, qui sont utilisés dans plein d'autres contextes, notamment la détection de rupture. Ici, donc c'est ce texte qu'on effectue. Et donc concrètement, ça revient à calculer, donc ici je prends le log rapport de vraisemblance, il faut calculer donc le suprémum pour tous les lambda possibles de la vraisemblance. Donc L de x1, xt, lambda, c'est la vraisemblance des observations si le vecteur de moyenne est lambda, divisé donc par le sup quand lambda a un bras différent de A. Et donc si cette valeur est grande, on a envie de rejeter cette hypothèse puisqu'elle est moins vraisemblable, et donc d'accepter en quelque sorte que ce soit le bras A qui soit optimal. Et donc le test GLRT qu'on utilise pour s'arrêter dans ce problème de Bandy, ça va être en quelque sorte, on fait tourner ces k tests en parallèle, et dès qu'il y en a un qui rejette, on s'arrête et puis on prend ce bras-là comme étant notre candidat pour le meilleur. Donc concrètement, on va regarder le premier instant où l'une de ces statistiques de test excède un certain seuil. Et donc dans le cas des modèles de Bandy, donc déjà on peut s'apercevoir que le seul candidat possible pour être égal au maximum, c'est le bras qu'on avait appelé B de T, c'est le meilleur empirique courant. Et en quelque sorte, on a besoin de calculer qu'une seule de ces statistiques de test. Et ensuite, en exploitant la forme de la vraisemblance, dans le cas Bernoulli, ou plus généralement pour des familles exponentielles, on peut réécrire ici la valeur de ce
cette statistique de rapport de vraisemblance généralisée, comme donc l'infimum pour lambda appartenant à ici alt de mu chapeau. Ça veut dire tous les modèles de bandits qui ont un bras optimal différent de celui qu'a mu chapeau ici de cette quantité. Et cette quantité ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans la borne inférieure, et c'est ça qui fait que ce sont des bons candidats pour s'arrêter au bon moment et atteindre la borne inférieure. Donc concrètement, donc pour le problème d'identification du meilleur bras, voici la forme de la règle d'arrêt et puis pour la règle de recommandation. Lorsque donc un de ces tests rejette l'hypothèse que le bras est différent de A, on va recommander ce bras qui va être justement donc le meilleur empirique court. Et donc ensuite la subtilité, c'était comment choisir le seuil delta pour être sûr que l'algorithme est delta correct. Je reviendrai peut-être un peu sur ce genre de choses plus tard, mais donc ici je vous présente le résultat. Donc on a prouvé que si on utilise cette règle de tracking qui force la convergence vers l'allocation optimale et qu'on s'arrête en utilisant des tests de rapport de vraisemblance généralisée avec ce seuil-là, dans ce cas-là, pour tout, dans un régime où delta est petit, on va avoir que l'espérance du nombre de tirages va converger vers t étoile de mu log 1 sur delta. Donc on a une espèce d'optimalité, au moins dans un régime asymptotique, qui est un petit peu le pendant de ce qui existe pour le regret. Et alors la question de pourquoi est-ce qu'on atteint vraiment cette quantité, elle est liée en fait à la forme de cette statistique. Je vous avais dit taux delta, c'est la première fois que cette statistique excède un seuil. Donc ici, j'ai simplement sorti le t et j'ai divisé par t. Et maintenant, on sait qu'on a, à cause du tracking, cette quantité-là va converger vers W étoile. Par ailleurs, les moyennes empiriques vont converger vers les vraies moyennes. Donc on a environ ceci. Et ça, c'est par définition égal à l'inverse du temps caractéristique. Et donc si bêta était égal à log 1 sur delta, ici, cet infimum, il serait égal à t étoile de mu log 1 sur delta. Il est un peu plus grand, donc il y a des petites subtilités à faire, mais c'est vraiment l'idée de pourquoi, avec ces tests de rapport de vraisemblance généralisée, j'atteins ma borne inférieure. Et ça, c'est juste un slide rapide, on va juste regarder ces deux colonnes pour vous dire que si on compare, en fait, pour des valeurs de delta plutôt grandes, donc c'est juste pour vous dire que c'est pas juste un résultat asymptotique, ça marche vraiment en pratique. En gros, on divise par 2 les sample complexity qu'on obtient avec des algorithmes qui s'arrêtent en comparant des intervalles de confiance. Donc c'est vraiment un truc qui marche, cette règle d'arrêt basée sur ces vraisemblances. Et en fait, ce que je veux juste vous dire ici, je vais passer très vite là-dessus, c'est que ça marche en fait pour des problèmes beaucoup plus généraux, où plutôt que d'essayer de trouver le meilleur bras, on va s'intéresser à, donc plus généralement, à nouveau, on va avoir ce modèle de bandit avec donc différentes moyennes, donc ce vecteur mu qui nous intéresse, et on va avoir plusieurs régions de paramètres possibles. Dans le problème d'identification des meilleurs bras, on avait autant de régions que de bras. La région RI, c'est l'ensemble des modèles où le bras I est optimal. Maintenant, vous partitionnez, ou d'ailleurs même vous ne pouvez ne pas partitionner, mais juste avoir des candidats possibles. Et votre but maintenant, ça va être d'identifier une région qui contient le vrai paramètre, sachant qu'il pourrait y avoir plusieurs régions. Et pour faire ça, ça va être le même processus. On va échantillonner les bras de sorte maintenant à avoir de l'information sur une région qui contient le vrai paramètre. On va s'arrêter à un certain moment et puis on va proposer une recommandation. Et on veut pas faire d'erreur, c'est-à-dire on veut que le mu il appartienne vraiment à la région qu'on a proposée avec forte probabilité, tout en minimisant l'espérance du nombre total d'échantillons nécessaires. Donc je vais juste motiver quelques problèmes de ce type qui généralisent un peu ce qu'on a vu pour l'identification du meilleur bras. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse bien, c'est toujours lié aux essais cliniques, mais c'est des essais cliniques en fait qu'on dit de phase 1, où pour une molécule donnée, on veut savoir quelle dose il faut faire dans la suite de l'essai clinique. Donc pour ça, vous allez avoir différentes doses du même médicament. On peut supposer que l'efficacité augmente avec la dose, mais par contre, la toxicité augmente aussi. Donc là, vous allez avoir une courbe qui est la toxicité des différentes doses. Et donc, les médecins s'intéressent à calculer justement la dose maximale tolérée, donc pour laquelle la probabilité de toxicité serait égale à un certain seuil.
Donc ça, c'est une question qui est beaucoup étudiée en médecine. Et donc, si on la traduit dans notre cadre, ça revient exactement à faire on répond à une question qui est à quelle région RI mon vecteur de moyenne appartient, sachant qu'ici, on a dit que la toxicité augmentait avec la dose, donc on sait que les moyennes sont croissantes, et on veut savoir, donc ici, la région RI, c'est la région où c'est la dose I qui est la plus proche du seuil θ. Donc c'est un problème un petit peu différent de juste je veux trouver le meilleur. Ensuite, si on revient au cadre de l'A/B testing, il est observé que souvent, il y a deux versions qui vont être très très proches, et ça va vous créer un test qui va être vraiment long, parce que vous allez devoir discriminer entre deux choses très proches. Et donc les gens s'intéressent souvent plutôt à relaxer ce problème d'identification du meilleur bras, à trouver un bras qui est epsilon optimal. Et donc, pour ça, les régions, maintenant, peuvent avoir une intersection non vide. Il peut y avoir plusieurs bras qui sont epsilon optimaux, et tout ce qui est important dans ce cas-là, c'est d'en trouver un. Donc ça, c'est un problème qui a été étudié dès les années 2006. Et donc là, dans l'intérêt du temps, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour vous dire qu'en fait, ce qui est écrit là, c'est exactement la même règle d'arrêt que vous allez pouvoir utiliser dans ce cas-là. Sauf que ici, les tests individuels, ça va être de tester si mu appartient à l'ensemble des régions privées de la région I, ou bien si mu est dans la région I. Et quand un test rejette, vous pouvez faire confiance à la région qui vous a proposé. Et donc voilà, on a la forme. On a proposé donc des nouveaux résultats qui permettent de calibrer le seuil pour n'importe quel problème d'identification active dans un modèle de bandit. Alors, je voulais vous faire la preuve, mais je pense que je vais aller très très vite. Et juste vous dire qu'on avait besoin de quoi? De nouvelles inégalités de déviation, inégalités de concentration, qui avaient trois particularités. On a besoin de mesurer des déviations avec la divergence de Kullback-Leibler, justement, parce que c'est ça qui est dans nos règles d'arrêt. On a besoin de déviations qui vont être uniformes en temps, et on va avoir besoin de déviations qui contrôle plusieurs bras en même temps. En quelque sorte, on veut voir à quel point c'est improbable que toutes les moyennes empiriques dévient simultanément des vraies moyennes. Donc habituellement, on se restreint toujours à regarder est-ce que c'est probable que le bras A il soit plus grand ou plus petit que son UCB. Ici, c'est des choses plus sophistiquées, et donc on a proposé des outils qui permettent de majorer ça par delta pour avoir un seuil approprié. Donc ça, c'est juste pour avoir un point pour les outils. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à garantir que ce test de rapport de vraisemblance généralisée va bien être delta correct, il va se poser à nouveau la question de l'optimalité. Et donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est que la technique pour obtenir des bornes inférieures, elle se généralise exactement aussi à ce cadre plus générique. Tout ce qui change, c'est la définition des alternatives. Ici, les alternatives, ça va être tous les modèles de bandits où on n'est pas dans la région du bras optimal. Donc ça marche si vous avez vraiment une partition de l'espace, comme dans le cas de l'identification du meilleur bras. Comme j'écris ici, dans le cas où ce n'est pas une partition, c'est un peu plus compliqué pour avoir l'optimalité, donc pour avoir la règle d'échantillonnage. Mais si vous avez une partition de votre espace et que vous voulez juste savoir dans quelle cellule votre moyenne est, vous allez utiliser exactement donc, la même règle d'arrêt que pour l'identification du meilleur bras, et aussi la même règle d'échantillonnage. Vous allez forcer vos proportions à converger vers l'oracle de la même manière que ce que j'expliquais avec ce phénomène de tracking. Le problème, c'est que cet algorithme de tracking, il n'est pas forcément facile à implémenter parce que calculer l'oracle, ça peut être compliqué dans des problèmes autres que l'identification du meilleur bras. Et par ailleurs, donc, comme vous avez toujours à faire en sorte que tous les bras soient tirés suffisamment, vous pouvez avoir des problèmes liés à cette exploration forcée dans des cas où il y aurait par exemple beaucoup de bras. Donc c'est pour cette raison qu'on s'intéresse à une question d'un domaine de recherche active dans tous ces problèmes d'identification des bandes actives dans les modèles de bandits, c'est d'arriver à remplacer la règle d'échantillonnage par quelque chose d'un peu plus adaptatif qui ne résout pas ce problème d'optimisation compliqué à chaque étape. Donc je vais vous parler très rapidement d'un exemple qu'on a étudié où on sait le faire, et vous pourrez faire tous les autres si vous avez le temps cet après-midi. Donc c'est un problème qu'on s'est intéressé, donc l'illustration là-haut, c'est parce qu'on s'y est intéressé dans un contexte de recherche adaptative dans un arbre, toutes ces techniques de Monte Carlo Tree Search qui ne sont pas trop comprises théoriquement.
Mais le problème statistique est très simple à comprendre, c'est ce qui est écrit ici. On s'est posé la question suivante. Si vous avez à nouveau un ensemble de bras, la question à laquelle vous cherchez à répondre, c'est est-ce que le minimum des moyennes de ces bras est plus petit qu'un certain seuil ou plus grand qu'un certain seuil? Vous pouvez penser à un problème de détection d'anomalies, vous voulez être sûr que si ça, c'est des probabilités d'erreur dans la fabrication d'une pièce, vous voulez être sûr qu'il n'existe pas une pièce qui est mal fabriquée. Enfin, c'est une motivation possible. Nous, on en avait une autre liée à des valeurs dans un arbre de jeu. Toujours est-il que l'intérêt, donc à nouveau, l'objectif, c'est de choisir des bras, d'obtenir des réalisations et ensuite de décider dans lequel de ces deux cas on se trouve. Toujours en garantissant une erreur au plus delta et en ayant aussi peu d'échantillons que possible. Et donc ce qui est très intéressant dans ce problème, on peut faire exactement la même borne inférieure qu'avant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe vraiment un comportement en quelque sorte dichotomique en fonction du cas dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que l'allocation optimale, donc si vous me dites où je me trouve, si jamais le minimum des bras est vraiment inférieur au seuil, dans ce cas-là, un algorithme optimal va juste échantillonner le bras minimum. Alors que si le minimum est supérieur à un seuil, on va mettre de la masse, allouer de la masse à tous les bras. Donc en quelque sorte, on a vraiment ce comportement vraiment différent. Dans un cas, le W étoile, le vecteur selon lequel on échantillonne, est juste supporté sur un bras, le minimum, et dans l'autre cas, il est supporté sur tout le monde. Et donc on a proposé, on peut trouver des stratégies qui réalisent l'un ou l'autre. Par exemple, ici, vous voulez clairement, vous voulez faire un peu comme dans le cadre au regret, c'est-à-dire tirer massivement un bras et pas du tout les autres. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un truc qui ressemble à Thompson Sampling et vous allez vraiment avoir cette allocation. Mais ça ne va pas du tout fonctionner dans ce cas-là, parce qu'on va avoir la même propriété, on va passer tout notre temps sur un bras, alors que ici à droite, on ne devrait pas. Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est une modification de ce mécanisme Thompson Sampling, qu'on appelle Murphy Sampling, et je vais vous expliquer pourquoi Murphy. C'est lié à la loi de Murphy, parce qu'en fait, on échantillonne un paramètre possible selon la loi a posteriori, mais en conditionnant, en quelque sorte, par le pire des cas, c'est-à-dire en conditionnant par rapport au fait que le minimum des moyennes doit être inférieur au seuil. Et donc ça, quand on est dans la situation à gauche, on voit bien qu'on va converger vers, en quelque sorte, la condition, elle va être vraie tout le temps. Si vous échantillonnez votre a posteriori ici, très souvent, il va y avoir un bras qui est sous le seuil, et donc vous êtes exactement en train de faire du Thompson Sampling. Par contre, à droite, si vous tirez un échantillon de la posteriori, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de bruité autour de vos vraies moyennes, souvent on va être au-dessus du seuil, et donc on va devoir effectuer des rééchantillonnages jusqu'à ce qu'il y ait un bras qui tombe en dessous. Et donc cette technique de rééchantillonnage, c'est un peu magique, mais elle a justement la propriété qu'elle va converger vers exactement l'allocation optimale sous ce problème. Donc en quelque sorte, ce qu'on a prouvé, c'est que cet échantillonnage de Murphy, il va, sans résoudre le problème d'optimisation, il va exactement converger, sans exploration forcée, vers ce mélange. Et donc voilà, la règle d'arrêt, on peut utiliser la Generalized Likelihood Ratio Test dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers. Le point important donc, de cette dernière partie, c'était que voilà, on est à la recherche de règles d'échantillonnage. On en a trouvé une dans un cas particulier. Évidemment, il reste encore un petit peu de travail. Et donc, pour conclure sur l'ensemble de l'exposé, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y avait plein de problèmes de bandits intéressants au-delà de celui dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à maximiser vos récompenses dans un casino. Je vous ai convaincu que donc il y a un outil qui a l'air un peu universel pour résoudre un peu n'importe quel genre de problème d'identification active dans un modèle de bandit. Donc si vous vous posez une question à propos des moyennes des bras que vous ne connaissez pas, ben, on peut savoir quand y répondre, en tout cas avec ces règles d'arrêt. Et voilà, pour ce qui est de la règle d'échantillonnage, c'est encore un domaine de recherche très actif et on essaye de voir comment on peut généraliser cette idée d'échantillonnage conditionnel pour n'importe quel problème de test actif. Et je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions.
Bien, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Oui, Romain. Merci pour la présentation déjà. Donc tu mentionnais que à chaque action on a un retour immédiat de la réponse. Est-ce qu'on sait faire les choses quand on a un délai, même déterministe? Donc savoir, on sait que la réponse sera dans tant de temps et ça dépend du tirage. Oui, on sait un peu faire les choses. Alors, je suis pas expert de tout ça, mais il y a plusieurs articles qui me viennent en tête. Certains où effectivement on suppose connaître le délai, et d'autres où on modélise le délai comme une loi exponentielle et on utilise ces hypothèses pour construire quand même des intervalles de confiance sur les moyennes, en faisant une hypothèse sur dans combien de temps on aura la récompense, et en quelque sorte en remplaçant les bras pour lesquels on sait toujours pas, on va en quelque sorte estimer quel genre de récompense ils vont nous donner. Enfin, on a une manière de tenir compte qu'on est toujours en train d'attendre un peu le résultat de certains bras. Donc oui, c'est un domaine de recherche active, parce que pour tout ce qui est justement optimisation de contenu, quand vous montrez une pub, les entreprises attendent maintenant une semaine pour s'attribuer le fait que vous ayez acheté l'objet à cause d'eux. Et donc, ils attendent que les conversions se produisent. Donc oui, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Là, tout de suite, je ne saurais pas vous dire le nom de l'algorithme, mais oui, on se pose cette question. Merci. Une dernière question. Merci pour votre exposé. Est-ce que les lois sur les bras doivent avoir des propriétés particulières? Déjà, il faut qu'il y ait une moyenne, il faut qu'elle soit définie, la moyenne. Mais est-ce qu'il y a d'autres propriétés? Est-ce qu'elles doivent être monomodales? Est-ce que le bimodal marche aussi? Ou le multimodal, ça marche également? Alors, il y a pas mal d'algorithmes proposés pour différents types d'hypothèses. Tout ce que j'ai présenté ici, ça se généralise aux familles exponentielles à un paramètre, c'est-à-dire par exemple des gaussiennes dont on connaîtrait la variance, Bernoulli, exponentielle. Plus généralement, je pense à toute distribution qui est uniquement paramétrée par sa moyenne. Il y a d'autres gens qui ont regardé des choses plus non paramétriques, par exemple n'importe quelle distribution à support borné. Dans ce cas-là, il y a des généralisations, des intervalles de confiance basés sur la vraisemblance empirique qu'on peut utiliser, du bootstrap, enfin oui, il y a... Mais après, ça devient vraiment spécifique, et c'est vrai que ça serait très intéressant d'avoir un algorithme qui fonctionnerait, quelle que soit la vraie hypothèse sur les bras. Mais pour l'instant, ça, à part peut-être des approches bootstrap, mais pour lesquelles on ne sait pas encore prouver des choses, c'est pas clair qu'on sache faire. Merci. Donc, de façon à aménager un peu de temps et vous permettre d'aller voir les posters avant de rejoindre les sessions orales, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore une fois, Émilie. Merci à vous.